tu l'as dit, maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, fiscaliste. Je suis spécialisé dans l'expatriation fiscale vers quasiment tous les pays du monde. Donc, on a des clients sur tous les continents et dans de nombreux pays. Et on a de nombreux clients vers Israël depuis une vingtaine d'années. On voit quasiment tout passer en temps réel et on travaille souvent avec Nathanaël ensemble sur des dossiers. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi aujourd'hui, sur une présentation fiscale, vous avez besoin d'un fiscaliste français, d'un expert comptable israélien? Parce que, on va vous l'expliquer tout à l'heure, on a un sujet lié à l'ALIA, qui est un régime particulier et qui fait que pendant une période de 10 ans, la France va vous regarder d'un œil un peu particulier et vous ne serez pas vraiment un contribuable israélien. Et puis de l'autre côté, en Israël, un expert comptable, parce que on n'a pas besoin, nous, d'avoir comme interlocuteur un fiscaliste, c'est beaucoup trop technique. En Israël, le fiscaliste, c'est vraiment celui qui fait du contentieux fiscal. On a besoin d'hommes de terrain sur des déclarations, sur des aspects particuliers. Et au même titre qu'en France, je vois de nombreux dossiers me sont amenés par des fiscalistes, des experts comptables français qui me disent non, mais nous, on comprend rien à ce que vous faites. Donc voilà pourquoi on se présente aujourd'hui devant vous de cette manière. Nathanaël, je te donne la parole pour te présenter, puis après je commencerai. Ok, bon alors voilà, comme Rachel l'a dit, je suis Nathanaël Cohen, je suis expert comptable à Tel Aviv. On est spécialisé, notre cabinet s'appelle Natco Consulting, on est spécialisé pour la fiscalité des Olim Hadashim, c'est les nouveaux immigrants israéliens. Pour les personnes qui ont fini leurs 10 ans d'exonération, on va en parler un peu plus dans le détail après avec Georges, et pour les structures qui sont détenues par des résidents fiscaux français en Israël. Donc voilà, tout ce qui touche au Oleh Hadash, aux francophones israéliens qui se trouvent en Israël et tout ce qui touche à sa fiscalité et à son comptabilité, c'est notre domaine de spécialité. Donc je relaisse la parole à Georges, comme ça tu commences. Tu commences par la France, parce qu'en principe, les gens partent de France avant de venir en Israël, donc je pense qu'on va commencer par le commencement. Donc je te laisse commencer et j'enchaînerai. On a décidé avec Nathanaël de voir 3 périodes dans l'expatriation fiscale vers Israël, c'est-à-dire avant de partir, comment il faut analyser ce qu'il faut faire vu de France et vu d'Israël, au moment où vous partez, et puis après votre arrivée en Israël. Alors, on a quand même décidé de limiter et de rationaliser, donc c'est des sujets où moi, ne serait-ce un des sujets, je pourrais vous tenir pendant une demi-heure. Donc, on va vraiment vous donner les pistes de réflexion. L'objectif, c'est de vous dire et de vous poser des questions que vous ne posez peut-être pas. Et moi, je vois souvent des clients qui arrivent en rendez-vous avec une idée fixe et me disent, mais je n'avais pas du tout pensé à ces aspects-là. Ce qui est important, et c'est pour ça que je commence, c'est d'abord la notion de résidence fiscale. Il faut savoir qu'en fiscalité, Nathanaël et moi, on a le même sujet. Savoir à partir de quand on est résident fiscal israélien et à partir de quand on n'est plus résident fiscal français. La notion de résidence, elle est détaillée dans la convention fiscale entre la France et Israël. Elle tourne autour de 3 aspects qui sont le foyer d'habitation, la durée de séjour et le centre des intérêts économiques. Alors qu'on soit clair, on n'analyse pas, et ça c'est un côté extrêmement français, je n'analyse pas moi de la même manière un dossier qui peut concerner un couple de retraités qui va vivre de ses retraites et de quelques revenus fonciers de source française et quelqu'un qui est un chef d'entreprise qui part avec ses enfants et qui va continuer à travailler on va dire, avec des revenus de source française. Donc, on a des analyses très disparates et un principe aujourd'hui, on attend une décision du Conseil d'État sur l'ALIA parce qu'on a eu une décision du tribunal administratif de Toulouse qui avait, entre guillemets, considéré que l'ALIA ne permettait pas de considérer que les personnes qui faisaient leur ALIA étaient des résidents fiscaux israéliens. La Cour administrative d'appel de Toulouse a jugé au mois de novembre ou octobre
que la convention fiscale s'appliquait et donc que quelqu'un qui partait sous le régime de l'ALIA pouvait être considéré comme résident fiscal israélien. Et puis, on attend une décision de principe du Conseil d'État qui va même beaucoup plus loin que la simple convention fiscale entre la France et Israël, puisque on sait qu'on a des typologies de conventions et donc que le sujet se pose par incidence sur la convention fiscale entre la France et la Chine et la France et le Brésil, notamment. Donc, attention, quel moment vous partez? Je suis toujours très, très réservé quand des personnes me disent « mais je suis en Israël depuis 1 an, 2 ans, 5 ans ». C'est souvent des bombes à retardement. Ce qui se faisait avant, aujourd'hui, ne se fait plus parce qu'avec l'informatique et avec le traçage, aujourd'hui, et notamment avec les comptes bancaires, c'est beaucoup plus facile de venir chercher les personnes. Donc, nous, avant de partir, les personnes viennent nous voir et qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les sources de revenus françaises qu'elles vont être amenées à conserver en leur disant, ben voilà, aujourd'hui, vous êtes taxé de cette manière, par exemple, en fonction du quotient familial avec des réductions, des déductions d'impôts, puis à l'avenir, vous serez taxé de telle manière, que ce soit à l'impôt sur revenu ou à l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis, on leur fait des simules et on leur explique comment il va falloir optimiser. Et ça passe notamment au niveau du sujet de l'exit tax, qu'on regarde aussi avant. Pourquoi? Parce que l'exit tax, ça concerne les plus-values latentes sur titre de société. 2 cas spécifiques sont concernés lorsque vous détenez plus de 50% d'une société soumise à l'IS, qu'elle soit immobilière ou non immobilière, ou lorsque votre détention dans une société dépasse 800 000 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas vous demander de payer, on va vous allez demander un sursis de paiement, mais surtout, et ça c'est le gros handicap, parce que moi j'ai des personnes qui viennent me voir des fois 2-3 ans avant de partir, mais aussi quelquefois 2 semaines avant de partir, il faut déposer un dossier auprès du centre de non-résidents au moins 3 mois avant de partir, concernant Israël, et que si vous partez dans le délai des 3 mois, la somme devient immédiatement exigible. Donc, on explique qu'on peut partir en Israël sans pour autant dire, et ce n'est pas de la fraude, dire qu'on est résident fiscal israélien. Donc, voilà, avant de partir, les 3 thèmes. Analyser la résidence fiscale, regarder les sources de revenus qui vont être conservées en France, et puis se poser la question de l'exit tax. Nathanaël, je te passe la parole. Oui, ok. Donc là, maintenant, moi, j'enchaîne sur Israël. Juste ce que je suggère, c'est que j'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà qui ont été posées. Je pense que par volet, on va répondre aux questions. On a dit avant, durant, après. Donc, on voit les questions. On répondra juste après que je finisse mon intervention aussi. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un Olé Hadash? C'est-à-dire là, on a parlé du départ de France. Lorsqu'on fait son Aliyah, comme vous entendez si bien le nom Aliyah, l'Aliyah, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue fiscal, selon la loi fiscale israélienne, l'Aliyah, c'est un nouveau résident fiscal. C'est-à-dire, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui n'est pas coupé, juste s'il peut le couper, s'il vous plaît. Donc, un Olé Hadash, selon la loi israélienne, c'est un nouveau résident fiscal israélien pour la première fois. C'est-à-dire une personne qui vient vraiment habiter en Israël. On ne parle pas d'une personne qui vient obtenir une carte d'identité israélienne pour cacher un compte en banque. On parle d'une personne qui souhaite vraiment habiter en Israël ou une personne qui n'était pas en Israël pendant 10 ans et qui revient habiter en Israël, lui aussi également a le statut d'un nouveau résident, d'un nouvel immigrant israélien. Ça, c'est un Olé Hadash. Le Olé Hadash, c'est un nouveau résident fiscal. Le fait que vous ayez une Teudat Olé, vous ayez fait votre aliyah pour avoir la Teudat Zeut, mais être reparti en France, ce n'est pas considéré un Olé Hadash. Donc ça, c'est la définition d'un Olé Hadash en Israël. Nouveau résident fiscal israélien pour la première fois. La résidence fiscale, on en a parlé énormément. On va parler vers la fin concernant le statut, encore une fois, de résidence. Une personne qui passe plus de 183 jours ou 425 jours ou le centre de vie en Israël. Mais, juste pour résumer, Olé Hadash, ce que je viens de dire, c'est un nouveau résident fiscal israélien. Vous êtes venu avec votre femme et vos enfants, vous avez décidé d'habiter en Israël, même si vous faites des allers-retours. Ça, c'est Olé Hadash par rapport au fisc israélien. Pendant les 10 premières années, vous êtes exonéré sur tous les revenus qui ont été générés en dehors du territoire. Et après les 10 ans, on commence à déclarer comme israélien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce Olé Hadash qui a fait son aliyah et qui bénéficie davantage du Olé Hadash, ce Olé Hadash-là, il est imposé de façon territoriale en Israël. C'est-à-dire, il est imposé uniquement sur les revenus qu'il génère sur le territoire israélien. Vous avez une structure en Israël. Moi, souvent, des personnes m'ont dit, j'ai un bien, j'ai une structure en Israël, je ne suis pas imposé, je suis dans les 10 ans. Donc, on est imposé sur tout ce qui touche, tout ce qu'on produit à partir d'Israël. On a des petits avantages, on va en parler un petit peu après pendant les 10 ans, mais on a des petits avantages pour le Olé Hadash, mais on est quand même
assujettis à l'imposition fiscale israélienne en fonction de la territorialité, c'est-à-dire d'où vous habitez. Ça, c'est le régime de la Aliyah. Les avantages du Olé Hadash, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les 10 ans d'exonération qui sont connus et on a aussi l'acquisition d'un bien immobilier. Maintenant, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais en toucher 2-3 mots, Georges, bien que je sais que tu as envie que j'en détaille un petit peu plus, mais c'est quelque chose qu'après, il n'y a plus de fin parce que on ne veut pas toucher aujourd'hui les dirigeants d'entreprise ni l'immobilier en elle-même parce que c'est des sujets à part entière, on peut en parler pendant 2 heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites votre Aliyah et que vous souhaitez acquérir un bien immobilier, on a un avantage concernant la taxe d'acquisition sur le bien acheté. Maintenant, il faut savoir que cet avantage pour le bien acheté n'est pas toujours favorable au Olé Hadash. Souvent, ça nous arrive de recommander à des Olim Hadashim, des personnes qui ont fait leur Aliyah, de ne pas utiliser leur réduction. Parce que la réduction, je vais vous dire pour que vous compreniez, c'est une taxe d'acquisition, c'est la taxe qu'on paye lorsqu'on achète un appartement. La taxe d'acquisition pour un Israélien qui est normal, qui n'est pas israélien, on sait qu'on est jusqu'à 1 800 000 shekels. C'est-à-dire, disons que vous avez acheté un appartement à 1 million de shekels, pour le premier appartement, il n'y a pas. On est à 0% de taxe. Après, c'est par plafond. De 1 800 000 à 2 millions et quelques, on est à, après ça monte 0, 3, 5, 6, 8, 10, etc. C'est des plafonds. Le Olé Hadash, ce qui est différent, c'est que lui, il est imposé directement dès le premier shekel jusqu'à 1 900 000 et quelques, c'est-à-dire il est à 0,5%. 0,5% d'imposition. Donc, une personne, par exemple, qui achète un bien à 1,5 million de shekels, ça ne vaut pas le coup qu'il utilise l'avantage du Olé Hadash, puisque en étant Olé Hadash, il paye 0,5%, mais mieux vaut qu'il déclare cette acquisition comme tout Israélien et donc être exonéré à 0% et utiliser l'avantage du Olé Hadash, cet allègement d'impôt, pour l'acquisition d'un bien, par exemple, qui coûte plus cher. Si vous achetez un bien qui vaut 10 millions de shekels et qu'on sait qu'on va arriver à un impôt qui est supérieur à 5%, parce que le Olé Hadash, c'est très simple, c'est 1,5% jusqu'à 1 900 000 et 5% tout ce qui est au-dessus. Donc, si avec une simulation simple, un calcul comptable que vous allez faire, vous voyez que pour le premier appartement, ce n'est pas avantageux, mais pour le deuxième appartement, ça vaut le coup. Donc, vous n'utilisez pas cet avantage. Vous l'utilisez pour l'appartement second. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser 1 an avant d'avoir fait sa Aliyah et 7 ans après avoir fait la Aliyah. Si on dépasse ce délai, vous perdez votre avantage. Donc, c'est très important. Moi, je connais des personnes qui se sont fait avoir, qui ont dit « je suis Olé Hadash, je suis à 1,5% » et qui ont acheté un bien à 1,6 million, alors qu'ils ont payé 1,5%, alors que s'ils n'avaient pas utilisé cet avantage-là, ils auraient été à 0%. Donc, c'est pour ça que, bien entendu, il faut que vous soyez recommandé, il faut que vous soyez conseillé et assisté pour l'acquisition d'un bien, mais là, n'optez pas tout de suite pour ces avantages de l'Echadaj. Ça, c'est l'avantage qui est connu pour l'immobilier, c'est la réforme, c'est la 0,5%. Même pour ça, il y a des contraintes. Vous ne pouvez pas dire maintenant, je vais acheter cet appartement, je vais bénéficier de 0,5% si je ne vis pas. Il faut vivre dans l'appartement, il faut vraiment habiter dedans. C'est-à-dire, si vous l'achetez en investissement, c'est pas bon. Il faut que vous le déclarez, comme je l'ai dit, 1 an ou 7 ans après. Et après, mais je vous recommande quand même de vous tourner vers un spécialiste et n'achetez pas comme ce que l'agent immobilier va vous dire. Parce que ça arrive très souvent que c'est l'agent immobilier qui devient avocat et qui va vous dire, tu utilises la réforme de l'Echadash. Non, allez voir quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des Olim Hadashim. Ça, c'est un. Le deuxième avantage qui est très connu aussi, après je te laisse la parole, Georges, c'est les Nekudat Zikouï. Les Nekudat Zikouï, c'est les points d'abattement fiscaux pour un nouveau résident israélien. Vous allez avoir une fiche de paye, vous êtes salarié quelque part. Vous avez pendant les 48 mois qui suivent la Aliyah des points d'abattement fiscaux. D'ailleurs, avant, c'était 42, maintenant, c'est passé à 46. On a des points d'abattement fiscaux. Chaque point d'abattement vaut à peu près 270 shekels d'impôts en moins sur votre fiche de paye. Donc, vérifiez bien que le comptable de la société dans laquelle vous travaillez, ou si jamais vous êtes indépendant, que votre comptable, lorsqu'il fait votre déclaration d'impôt, qu'il ait bien pris en compte le fait que vous soyez Olé Hadash. Pour ça, vous devez lui donner votre Teudat Olé. Là, on ne parle pas de Teudat Zéhout ni de passeport. Le plus important, c'est toujours la Teudat Olé. Vous donnez la Teudat Olé et vous pourrez bénéficier par la suite des avantages sur les points d'abattement fiscaux pendant seulement les 3 premières années et demie, c'est les 48 mois, et non, ça fait 4 ans en fait, c'est plus 3 ans et demi, c'est 4 ans maintenant puisque c'est 48 mois. Donc, pendant ces 48 mois, vous pouvez bénéficier. Après les 48 mois, c'est fini, on ne peut plus y bénéficier. Juste, dernière parenthèse, si jamais vous n'avez pas bénéficié et que vous savez que vous étiez dans la possibilité de pouvoir avoir ces réductions d'impôts, on peut demander même 6 ans en arrière. Un exemple, l'année dernière, vous étiez au Hadash, vous ne l'avez pas touché,
vous pouvez, pendant les 5 prochaines années, demander au fisc israélien un remboursement d'impôts sur ces points d'abattement fiscaux que vous n'avez pas touchés. Georges, je te laisse la parole. Et s'il y a des questions, peut-être, c'est… On va peut-être juste répondre aux quelques questions qui sont plutôt classiques, et après on va passer à l'étape lorsqu'on arrive en Israël. Alors, d'ailleurs, ces questions ne sont pas obligatoirement relatives à ce qu'on vient de dire, mais on y va. Donc, première question, c'est si j'achète un appartement en Israël sans avoir fait l'ALIA, est-ce que je dois le déclarer en France? Alors, non. On ne déclare un appartement uniquement dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Mais attention, comme vous êtes résident fiscaux français jusqu'à faire votre ALIA, vous êtes soumis à une obligation mondiale. Donc, il faudra additionner la valeur de vos biens situés en France avec la valeur du bien en Israël. Alors, ne pensez surtout pas que l'administration fiscale n'a pas de connaissance sur la valeur des biens en Israël. Ils sont de plus en plus pointus parce que de toute façon, avec Internet, aujourd'hui, on trouve toutes les informations. Autre point, un proche a acheté un appartement en 2011, il ne l'a pas déclaré, car il n'est pas l'IFI, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Les seules choses à déclarer, ce sont les comptes bancaires dans le cadre d'une déclaration 3916. Donc, encore une fois, un bien immobilier, on n'a pas l'obligation de le déclarer, sauf si on rentre dans le cadre de l'IFI. Autre chose, donc Léon pose la question, Alia depuis 13 ans, propriétaire d'un appartement en location en France, déclaration d'impôt en France fait tous les ans pour les revenus locatifs. Est-ce bon? Alors oui, en France, vous devez déclarer en qualité de non-résident. Et puis pour Israël, Nathanaël, je vais te donner la parole puisque la personne demande, dois-je déclarer aussi en Israël? Si oui, quoi, dans les deux pays? En Israël, bon, comme… Voilà, exactement comme Georges vient de le dire à la fin, il y a un crédit d'impôt. Ce qui est important de savoir, on va faire ça très simple, c'est que tous les revenus que vous percevez dans le monde sont à déclarer en Israël. Pas forcément imposés, mais obligés de déclarer. L'immobilier, dans tous les cas, est imposé dans le pays où il se trouve, donc il est déclaré dans le pays où il se trouve. En fonction de ce qui a été payé comme impôt là-bas, on voit en Israël dans la déclaration si on a oui ou non à payer. Mais oui, il faut déclarer juste une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Tout ce que j'ai dit concernant la taxe d'acquisition, c'est pour le premier appartement. Pour le deuxième appartement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, on est entre 8 et 10% de taxe d'acquisition. Ça n'arrête pas de monter. La taxe d'acquisition pour le deuxième appartement part de 8 jusqu'à 10 en fonction des paliers. Donc, je précise encore une fois que ce que j'ai dit, ça ne concerne que le premier appartement. OK. Donc, ça, c'est bon. Je pense que peut-être on parle des 10 ans. Pendant la période, justement, non? Juste, je prends les autres questions. Et si le couple s'est marié ici, la femme avait fait l'ALIA il y a 8 ans, ils sont mariés depuis 1 an. Bon. Moi, ça ne change pas, hein, parce que vous allez déclarer pour un couple, mais de toutes les manières, les revenus fonciers sont imposables lorsqu'on est non-résident en fonction d'un pourcentage. Et en Israël, ce qu'il faut savoir aussi concernant les personnes qui disent que la femme a fait l'ALIA il y a 10 ans, mais moi j'ai fait il y a 1 an par exemple, par rapport à Israël, il y a une seule jurisprudence où ils ont accepté de séparer l'homme de la femme, donc c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Ils vont vérifier que vous ayez fait ou non l'ALIA, ils vont vérifier où était votre résidence fiscale et vous imposer en tant que contribuable israélien, même si vous n'avez pas fait, mais que votre femme a fait. Donc ça, c'est important juste de savoir qu'en Israël, ils considèrent les couples, la résidence fiscale, d'un point de vue du couple et non d'un point de vue séparé. Il y a eu une jurisprudence qui s'appelle Shaked, mais juste pour vous dire à quel point ça n'existe pas de séparer concernant la LIA. Peut-être techniquement, mais pas fiscalement. Alors, on prendra les questions après. Là, on vient donc, on a vu ce qui se passait avant de partir, ce qu'il fallait envisager. Donc, souvent, on a, comme l'a dit Nathanaël, le sujet de l'acquisition d'un bien immobilier. Au moment de partir, en France, il faut avoir 2 réflexes. D'abord, on informe l'administration fiscale. Il faut savoir que d'après les textes, on a à tenir informé l'administration fiscale que dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu qui suit le départ de France. C'est-à-dire que vous partez en 2023, vous êtes parti en janvier 2023, vous pourriez attendre mai 2024 pour tenir informé l'administration fiscale française. Sauf que ça va vous poser des problèmes. Parce que, par exemple, si vous êtes retraité, le prélèvement à la source va continuer à s'appliquer. Et nous, c'est un sujet qu'on gère depuis 2019. Il faut faire stopper le prélèvement à la source. Or, il faut bien comprendre que les caisses de retraite, ce sont comme des employeurs.
Et donc, il va falloir démontrer que vous êtes résident fiscaux israélien. Donc, nous, lorsqu'on écrit aux caisses de retraite, il nous arrive de demander des documents à Nathanaël et puis aussi de communiquer les copies des courriers recommandés qu'on a envoyés au centre des non-résidents et au centre des impôts pour expliquer que la situation fiscale avait changé, qu'on est devenu non-résident. Tant que les caisses de retraite n'auront pas acté un départ de France, vous serez prélevé. Alors, en plus, les caisses de retraite sont des acteurs un peu lents de la vie économique. Donc, lorsque nous, on nous pose la question, on dit que nous, avocats, avec un pouvoir, on met à peu près 6 mois à le faire. Alors, il se trouve qu'on a vu des clients qui ont tenté de le faire eux-mêmes. Ils l'ont tellement bien fait que certains ont vu leur retraite stopper pendant 4 mois parce que l'administration ne comprenait plus rien. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, au moment où on part, où on arrive en Israël, on prévient l'administration fiscale française et on va aller voir comment on gère son prélèvement à la source. Parce que si vous étiez, par exemple, dirigeant d'entreprise avec une SARL, vous aviez des prélèvements tous les mois. Or, on sait que nous, quand on fait partir les personnes, on stoppe au maximum les rémunérations salariales ou équivalentes. Et donc, on va avoir un prélèvement à la source qui devrait revenir nettement plus bas. Petite précision, en France, on est habitué, lorsqu'on paye l'impôt, d'avoir le prélèvement à la source. Lorsqu'on est non-résident, ça devient une retenue à la source. L'analyse fiscale est totalement différente parce qu'elle n'est pas obligatoirement libératoire de l'impôt sur le revenu, notamment pour les salaires. Donc, il ne faut pas confondre, on passe d'un mécanisme à un autre et tant qu'on ne le fait pas, ça va être très compliqué avec les caisses de retraite ou avec des employeurs. Parce que moi, j'ai des clients qui sont aussi encore salariés de grosses structures françaises. Nathanaël, je passe la parole sur cette partie-là, puis on répondra après aux questions. Voilà, juste donc au moment de partir, c'est aussi très important de savoir, parce qu'on n'arrête pas de parler de ça, c'est le Bitou Leumi, c'est la sécurité sociale en Israël. Souvent, vous faites votre alia et vous voyez que la sécurité sociale vous a radié, par exemple, de sa caisse d'assurance maladie. C'est une question qui revient tout le temps, c'est la Coupat Trolim. Je sais, moi, vraiment de sources intérieures là-bas qui nous disent que souvent, ils voient en fonction de l'âge des personnes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste ne pas vous assurer. Ils veulent juste ne pas vous assurer pour la somme de 178 shekels. En sachant aussi qu'un Olé Hadash qui ne travaille pas, pendant la première année, il n'a même pas besoin de payer de Bitou Leumi. S'il ne travaille pas, il n'a pas besoin de payer la première année. Donc, très souvent, ces derniers temps, le Bitou Leumi, c'est la sécurité sociale israélienne, radie les personnes, ne les considère pas comme résidents fiscaux israéliens, bien qu'ils sont résidents fiscaux. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'ils demandent, eux, c'est ils veulent qu'on soit là 6 mois, bien entendu, mais à part ça, ils veulent voir 6 périodes de 25 jours consécutives. Ils disent que si on n'a pas les 6 périodes de 25 jours consécutives, on n'est pas considéré comme résident fiscal israélien. Ça arrive, moi j'ai vu des cas personnellement, même 190 jours, qu'ils décident de ne pas considérer une personne comme résident fiscal israélien parce qu'ils disent, regardez, en fonction des départs qu'il y a eu l'année d'avant, l'année d'après, etc., ce qu'il faut faire, c'est parce que c'est important d'être assuré en Israël, surtout à Tel Aviv avec les trottinettes qui se baladent de partout. Il y a plus d'un client à moi qui s'est cassé la figure ces derniers temps. Donc, c'est important d'être assuré quand on sait qu'une nuit d'hôpital en Israël, on arrive là-bas, on voit que la Coupat Trolim, la carte qu'on a de la Maccabi ou la Clalit ou la Meouchedet n'est pas valable. Et là, quand vous arrivez là-bas, vous devez payer plein pot et c'est très cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire appel. Il y a un questionnaire. Ils font une comité une fois tous les mois au Bitou Leumi pour pouvoir réintégrer les gens. Il ne faut pas les lâcher. Faites-vous aussi assister pour ça. C'est hyper important d'être assuré, surtout à partir d'un certain âge. Ça, c'est concernant la sécurité sociale israélienne. À mon avis, peut-être, Georges, je dirais un petit mot sur la sécurité sociale française aussi. Mais juste, je finis ma partie. La sécurité sociale, quand vous venez, et le passeport en Israël. Lorsque vous faites votre alia, vous avez la Teuda Tolé et le passeport israélien. Au début, il vous donne le rouge, après, il donne le bleu. On voit ces derniers temps, ça n'arrête pas. Ces derniers temps, on voit que le ministère de l'Intérieur ne renouvelle pas le passeport bleu aux personnes. Et les personnes arrivent en Israël, ils viennent me voir au bureau, ils sont en pleurs, ils disent je suis plus israélien alors que j'étais israélien, ils n'ont pas voulu me renouveler, ils le confisquent eux-mêmes ou ils le déchirent et ils vous donnent le passeport rouge. Ça, c'est suite à une jurisprudence qu'il y a eu d'un Norvégien qui a voulu avoir une carte d'identité israélienne et il a dit que la raison c'était pour cacher ses comptes en banque. Ils n'ont pas donné la carte d'identité israélienne, il a fait appel à la Cour suprême. La Cour suprême a ordonné suite à ça au ministère de l'Intérieur de vérifier que les personnes qui veulent obtenir leur citoyenneté israélienne, et je vois M. Zerbib, il m'a montré son passeport rouge, je vois que c'est exactement ça, c'est la Teudat Mavar, c'est ce qu'il donne aujourd'hui.
Si vous pouvez voir chez M. Zerbib là, en Zoom, il y a la Théodat Mahavar, il donne ça aujourd'hui, c'est le laisser-passer, il ne renouvelle pas le bleu. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils veulent voir aujourd'hui, ils veulent essayer de rapprocher au maximum la citoyenneté de la résidence fiscale. Nous, on pensait, on est juif, on a le droit de faire notre alia, on a le droit de venir en Israël, mais si on rentre dans la loi de citoyenneté en Israël, on voit que la définition, c'est pas seulement d'être juif, c'est aussi afin d'y résider. Un juif qui dit je veux avoir ma carte d'identité et je ne veux pas résider en Israël, Israël a le droit de ne pas lui fournir la carte d'identité israélienne. Donc ce Norvégien a fichu un peu la pagaille, on va dire ça comme ça, parce que non seulement il s'est fait jeter de toutes les marches de la Cour suprême, mais à part ça, ils ont même instauré dans les ordinateurs du ministère de l'Intérieur, vous pouvez voir même au Misrad Apnim en Israël, automatiquement, vous pouvez même être le meilleur ami du directeur, il ne peut rien faire. C'est dans l'ordinateur, il voit le nombre de temps que vous avez passé ces dernières années et il va vous dire, monsieur, vous ne l'aurez pas. On a vu, voilà, j'ai quelqu'un, il m'a dit, les 5 dernières années, il était là 40 jours. Même une personne qui était là 4 mois, ils disent non. On attend de voir que vous soyez vraiment là et après, on vous le donnera. En attendant, on ne vous donne qu'un laissez-passer rouge. Et ça, c'est quelque chose qui va causer problème, à mon avis, assez rapidement, surtout par rapport aux banques israéliennes qui pourront contrôler très rapidement qui est vraiment résident, qui n'est pas résident. Parce que si on arrive à un statut où la citoyenneté se rapproche de la résidence fiscale, ça devient la même chose. Donc, à la fin, votre carte d'identité israélienne ne servira plus à rien. C'est limite, on aura besoin vraiment du passeport bleu. Et donc, la Théoudat Olé, c'est ce qu'on vous donne quand vous venez en Israël. Mais faites attention que lorsque vous voulez renouveler votre passeport, si jamais vous n'avez pas fait les jours et que vous ne voulez pas qu'on vous le confisque, ne le donnez pas au ministère de l'Intérieur, ils peuvent vous le confisquer directement. Jean, je te laisse la parole. À mon avis, tu as des choses à dire. Sur la Sécu aussi, surtout. Ça pose un problème dans le cadre de la Convention parce que ce sont des décisions unilatérales côté israélien. Or, la Convention, elle définit bien la résidence fiscale et chacun n'est pas libre de faire ce qu'il souhaite. Donc, c'est vrai que moi, je prends beaucoup de recul par rapport à la couleur du passeport, même si ça chauffe quand même beaucoup de clients. Mais au même titre, tout à l'heure, je vous parlais de la résidence fiscale et la durée de séjour. Il faut savoir que moi, j'ai des clients en permanence. On m'écrit pour me dire je suis parti de Tel Aviv à 23 heures le jeudi, j'arrive le vendredi matin à 3 heures du matin. Comment je fais pour comptabiliser mon jour? Et parce que tout le monde pense, et c'est totalement faux, que je dois rester plus de 6 mois et 1 jour. Avant le Covid, et le Covid a mis un peu de côté ce sujet-là, Darmanin, qui était ministre du Budget, a expliqué que pour lui, un non-résident, c'est quelqu'un qui passait plus de 4 mois en France. Alors, la notion du ministre, bien sûr, est obligatoirement très large. Ce qu'il faut comprendre, c'est avant tout un faisceau d'indices. Donc, il faut vraiment regarder tous les éléments. Et c'est vrai que nous, on a de plus en plus de décisions de jurisprudence. Que là, pour le coup, on ne parle pas de jurisprudence uniquement propre à Israël, mais par exemple, je prends un exemple. On a une jurisprudence très connue sur la Belgique où le Conseil d'État a considéré que quelqu'un était résident fiscal français parce que, bizarrement, c'est lui qui récupérait en personne tous ses courriers recommandés. Alors, pour la petite anecdote, moi, tous mes clients sont obligatoirement domiciliés à mon cabinet. Je ne prends aucun non-résident qui ne soit pas domicilié à mon cabinet parce que ça n'existe pas un non-résident qui reçoit des documents fiscaux chez lui qui répondent spontanément. Alors, petite précision, Nathanaël en a parlé, la sécurité sociale, on peut effectivement faire un petit interlude dessus. Alors, quelle que soit la destination de mes clients, et c'est amusant, ce n'est pas propre à Israël, je crois que j'ai 120% de mes clients qui me posent toujours la même question depuis 20 ans, me dire « et la sécurité sociale française ?» Il faut savoir que si vous n'êtes pas retraité, votre sécurité sociale va s'arrêter. Et donc, soit vous trichez comme pas mal de gens, mais comme tout le monde commence à se faire attraper, c'est plus compliqué. Et si vous êtes retraité, on a une nouvelle législation qui est appliquée depuis fin 2019. C'est tout simplement, à partir du moment où vous avez cotisé au moins 15 ans en France, vous avez le droit à la sécurité sociale française. Et donc, vous allez voir, et nous, on le fait en même temps que la gestion des caisses de retraite, c'est qu'au moment où vous partez, à un moment, on va vous poser des questions, on va vous demander de remplir un formulaire et en mettant la petite croix, nous, nos clients, ils ne comprennent jamais rien, donc ils nous l'envoient, et à juste titre, il est super mal fait, et ça va permettre d'être rattaché à la sécurité sociale des non-résidents et d'être donc pris en charge au niveau sécurité sociale à chaque fois que vous serez en France.
Contrairement à un résident fiscal français qui peut être remboursé sur des frais à l'étranger, vous ne serez remboursé que sur des frais en France. Mais c'est déjà beaucoup, puisque avant ça, moi, j'avais 100% de mes clients qui trichaient, hein. Mais alors, quelle que soit la destination, la nationalité, la religion, la sécurité sociale française, c'est dans l'ADN du français. Ils veulent le conserver à vie, même s'ils ne l'utilisent pas, mais ça le rassure. Concernant les questions, j'ai vu passer une question où on nous parlait de Stéphane Teboul qui conseille d'ouvrir des contrats d'assurance vie au Luxembourg avant de faire son aléa. En réalité, la problématique est liée au centre des intérêts économiques et à un sujet qu'on va voir après, les successions. Et donc, moi, je demande à mes clients d'avoir le minimum de biens en France pour ne pas remplir la condition du centre des intérêts économiques. Et effectivement, un des moyens utilisés, alors moi je dis à mes clients, vous envoyez votre argent où vous voulez, mais si, donc vous pouvez l'envoyer en Israël. Après, on a un problème parce qu'Israël, c'est quand même une zone dollar, et si les personnes veulent rester en euros, les meilleurs placements sont en Suisse ou au Luxembourg, et que si on a des enfants en France et qu'on souhaite les faire bénéficier de l'avantage de l'assurance vie, le seul pays, c'est le Luxembourg. Donc effectivement, il a raison sur le fait que des contrats d'assurance vie au Luxembourg, maintenant, si toute la famille est partie en Israël, le Luxembourg a quand même moins d'intérêt et l'Europe a moins d'intérêt. On fait ça généralement pour des personnes qui ont encore des enfants qui sont résidents en Europe au sens large. Question à partir duquel, alors ça c'est pour Nathanaël. Nathanaël, à partir de quel montant, je le connais mais je vais te laisser répondre, de loyer perçu en Israël et à partir duquel on doit payer des impôts en Israël pour un résident Alors fiscal. voilà, Je pense que pour, qu'on soit résident ou pas, c'est la même chose, mais Nathanaël, je te laisse. exactement. Déjà, qu'on soit résident ou pas, c'est la même chose exactement. À partir de quel montant? C'est à partir pour l'année 2022. Si jamais vous avez perçu des revenus locatifs en 2022, c'était 5196 shekels. Et pour 2023, on est passé à 5470. Donc, si vous louez votre appartement à 5300, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin de déclarer. Mais ce qu'il faut le savoir, c'est que il y a plusieurs circuits et modèles d'imposition concernant les revenus fonciers en Israël. Même ça, la loi des 10% qu'on connaît, là, ce que je viens de vous dire, 5400, on ne paye pas, mais 6000, on paye. 6000, ce que vous connaissez en principe, c'est 6000 fois 12, 72 000. 10%, c'est 7200 par an. Il y a d'autres solutions. Il y a au réel et il y a encore une autre solution avec le plafond d'imposition. Donc, ça aussi, faites-vous assister. Mais le plafond dans l'option qui est plafonné, c'est 5 470 pour 2023 et 2022, 5 196. Ça, c'est pour ça. Même après, j'ai vu une autre question, mais je n'arrive pas à la voir parce que j'ai vu juste Sarah. Il y avait un cas qui était décrit là, je ne sais pas. J'ai vu une Sarah qui posait. Je continue, et pendant que tu cherches, si on est retraité de la fonction publique, faut-il déclarer son aléa au fisc français? Alors, j'adore cette question parce que le problème, il n'est pas là en réalité. Pas de savoir si vous êtes de la fonction publique retraité actif, c'est que si vous résidez en Israël, il faut déclarer que vous êtes résident israélien. Si vous résidez en France, vous êtes résident fiscal français. Parce que c'est là où, avec Nathanaël, on a des dossiers, mais alors où on ne termine pas. Et l'histoire de la Cour administrative d'appel de Toulouse, moi, j'ai deux dossiers comparables où à l'origine, j'ai quoi? J'ai des personnes qui sont parties en Israël depuis très longtemps et qui ne l'ont jamais déclaré à la France. Et quand moi, je déclare à la France qu'ils sont partis depuis 5 ans, la France me dit « Ok, super, on va regarder ce qu'ils ont en France. Ah, ils n'ont que des retraites. » Ben, on considère qu'ils sont résidents fiscaux français, malgré le fait que mes clients ne soient pas revenus en France au cours des 5 dernières années. Donc, faut arrêter le délire de dire je vis en Israël en étant résident fiscal français. C'est la porte ouverte. Alors moi, je pourrais vous écrire un bouquin de 100 pages pour vous raconter ce que on ne fait d'ailleurs pas quand on est avocat fiscaliste. On garde pour nous, mais des dossiers qui se sont très très mal passés. Alors il y en a plein qu'on a réussi à sauver, mais c'est quand même, on est au bord du gouffre quand on fait ça aujourd'hui. Donc, le fait que vous soyez retraité de la fonction publique, ça vous donne quoi? Ça vous donne le fait que vous allez continuer à déclarer votre retraite en France. Mais pour autant, vous serez résident fiscal israélien. Donc, la résidence fiscale, ce n'est pas uniquement payer de l'impôt sur le revenu. On va en parler juste après. Alors, Sarah Cohen, je suis le mari de Sarah.
toléradage depuis un an. Je me suis marié avec Sarah il y a un mois, Mazel Tov, au même titre que je ne touche plus les 400 shekels d'aide au logement depuis un mois. Est-ce que je vais perdre mes points d'abattement sur ma fiche de paie? Si jamais les 48 mois passent, alors oui. Mais pendant les 48 mois, il n'y a aucun problème de continuer à percevoir ces points d'abattement fiscaux, même si vous ne touchez pas d'autres aides. Donc, c'est bien compris, il s'est marié il habite en Israël, ça fait un an, il s'est marié il y a un mois. Et c'est bien ça. C'est ça. C'est ça. OK. Non, donc il n'y a pas de problème. Pendant un an, il a encore 3 ans devant lui pour continuer à toucher les points d'abattement fiscaux sur sa fiche de paie. Il faut juste aller voir le comptable de la société parce que souvent, ils oublient ça. C'est très important dans le TOFES 101, c'est dans le formulaire 101, lorsque vous faites engager, de bien noter depuis quand vous êtes au Lechadash, de bien marquer à tous vos ateliers, de vérifier après que le comptable a pris en compte, mais ne vous inquiétez pas, en tous les cas, il faut après demander un remboursement pendant les 6 années d'après. Alors, autre question, mais ça, de Sarah Cohen qui nous pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive au bout des 10 ans? Alors, honnêtement, on ne va pas y répondre parce que c'est l'objet du prochain webinaire qu'on va animer avec Nathanaël et on a un certain nombre de sujets que nos clients ne voient pas, mais que nous, on voit venir. Donc, on répondra lors d'un prochain webinaire. Question, toutes les retraites françaises sont-elles exonérées pendant 10 ans? Uniquement les retraites privées, puisque le propre, c'est que les retraites publiques restent imposables en France. Mais effectivement, Attends. toutes les retraites privées de source française. Mais pas besoin, mais toutes les retraites privées ou publiques sont exemptées de déclaration en Israël, quoi qu'il se passe. Voilà, mais il faut bien distinguer que si vous avez une retraite publique, vous continuez à payer en France. On entend très mal, alors je ne sais pas si on entend très mal, Rachel. J'ai vu la remarque de Patrick. Bon. La vérité, moi, je l'entends très bien. Et Maître Benayoun et Nathanaël. Chez Nathanaël, il y a un tout petit peu d'écho, mais à part ça, je pense que c'est un problème de connexion Internet chez vous, hein, Patrick. Voilà, Alors, il y a d'autres personnes, voilà, on entend bien. Je vais juste faire la dernière partie dont on avait parlé, qui est un peu importante, parce que moi, j'ai un engagement dans 5 minutes. C'est ce qui se passe à partir du moment où on est arrivé en Israël. Après l'arrivée en Israël. Alors moi, il y a 2 aspects qui me tiennent à cœur. Alors nous, on fait beaucoup de choses, hein, mais les 2 principales choses qu'il faut savoir, c'est que le quitus fiscal n'existe plus en France. Donc, vous aurez au titre, par exemple, si vous partez en 2023, au titre de l'année 2023, une déclaration fiscale à faire en France, une déclaration fiscale très particulière. Alors nous, on récupère toujours 1 an ou 2 ans après des clients qui nous disent je ne comprends pas, je suis parti, mais je suis toujours au même centre des impôts. Oui, parce que lorsque vous partez, on a une déclaration qui est pour nous la pire de toutes les déclarations. C'est ce qu'on appelle les déclarations de départ de France. Si on imagine 24 janvier, vous partez en Israël le 24 janvier, ça veut dire qu'en 2024, vous aurez une déclaration à faire du 1er janvier au 24 janvier, qui est une déclaration classique 2042, comme vous connaissez, où on regardera votre quotient familial, vous aurez droit à vos réductions, vos déductions d'impôts, et vous aurez à déclarer vos comptes bancaires à l'étranger. Parce que tant que vous êtes résident fisco-français, vous devez déclarer vos comptes bancaires à l'étranger. Et puis, du 24 janvier au 31 décembre, on aura ce qu'on appelle une déclaration, alors qui est très mal faite, qui est compliquée à comprendre, c'est une 2042 NR comme non-résident. C'est une déclaration qu'on fait l'année du départ de France et l'année du retour en France, où là, on va aller chercher les revenus de source française. Sachant que comme vous êtes non-résident, on n'appliquera plus le quotient familial, mais les taux de retenue à la source, que vous n'aurez plus droit à des réductions ou des déductions d'impôts, et que selon les catégories, les règles peuvent différer. Et puis tout ça, vous allez faire un prorata qui est différent selon qu'on soit dans des revenus fonciers, parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de couper les revenus fonciers au regard de l'année, donc on coupe soit en fonction du nombre de jours, soit en fonction du nombre de mois, selon les catégories. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et j'en parlais lorsque j'ai vu Nathanaël à Tel Aviv il y a 15 jours, c'est nous, selon les pays, on a des typologies de départ et on insiste sur des éléments. Moi, je n'ai pas un seul client qui fasse son alia, qui n'ait pas signé un testament dans les 3 mois de son arrivée.
Pourquoi? Parce que d'abord, on a un règlement européen qui permet de choisir la loi applicable, que je préfère que la loi applicable soit la loi israélienne. Alors, on pourra en reparler lors d'un prochain webinaire. Autant lorsque mes clients partent au Portugal ou aux États-Unis, on préfère toujours conserver la loi française. Autant en Israël, on préfère ne pas conserver la loi française. Et donc, on va pouvoir rédiger un testament pour renoncer à la loi française et après optimiser sa fiscalité. Alors, il faut savoir une chose, on a parlé principalement d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune. Il se trouve que nous, on gère à peu près une dizaine de successions par an en Israël. Les gens sont toujours contents de laisser de l'argent en France. Même si vous êtes résident fiscaux israélien, que vos enfants vivent en Israël, si vous avez 50 000, 100 000, 200 000 euros en France sur votre compte bancaire, eh ben, ce sera soumis à des droits de succession français. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on laisse en France. Et puis, après, le sujet qu'on a, et c'est pour ça qu'on fait un testament pour organiser tout cela, c'est le fait qu'on ait une fiscalité différente selon que les enfants soient résidents fiscaux français ou résidents fiscaux israéliens. Donc, et il nous arrive d'avoir des couples dont les enfants sont certains en France, certains en Israël. Et donc, on va, dans le cadre d'un testament, privilégier de donner des biens israéliens aux résidents fiscaux israéliens parce qu'ils n'auront pas de droit de succession, plutôt que de donner des biens français où on leur créera des droits de succession. Donc, il y a un vrai sujet. Nous, on va très loin dans la réflexion et on travaille quasiment avec tous les avocats sérieux en Israël, puisqu'on vérifie même, on leur corrige les testaments, on leur explique pourquoi on est d'accord ou pas d'accord. Mais il ne faut pas oublier ce sujet-là, puisque nous, avec l'ancienneté et la typologie de clients qu'on a, on voit aussi des choses. C'est qu'il y a des personnes qui ont fait souvent leur alia il y a 10-15 ans, qui ont des enfants en France et en Israël et qui se posent à la fin de se dire « mais je ne peux plus voyager de la même manière, est-ce que je me pose en Israël ou en France ?» Et ça a un certain nombre d'incidences.